Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première édition des rencontres conseils et relations clients qu'on a décidé d'organiser de manière semestrielle. L'idée, c'est de faire avec vous un point sur les tendances de la relation client. Vous l'avez vu, on vous a adressé, vous avez été nombreux à répondre à un questionnaire qu'on va passer pas mal de temps avec Didier à éplucher et à commenter. Donc voilà, encore merci d'avoir joué le jeu et d'être présent aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui pour cette première édition de Marie Ménochet, qui est avant-vente chez Eloquent et qui mettra en lumière quelques aspects de ce qu'on va raconter tout à l'heure. Didier Lambert nous fait le plaisir de nous accompagner pour être présent avec nous et commenter justement et analyser l'enquête que vous avez tous bien voulu compléter. Et puis, je ne présente pas Frédéric Canvet, que tout le monde connaît, et qui nous parlera neurosciences tout à l'heure. Donc voilà, un webinaire qui a pour vocation à durer à peu près 45 minutes, qu'on va faire en 6 points. Je vais vous parler un petit peu d'Eloquent quand même. On va évidemment rapidement arriver sur le baromètre, l'analyse de ce baromètre avec l'IA et la relation client. Comme je l'ai dit, Fred nous parlera un petit peu de neurosciences. Je ferai une petite conclusion et puis évidemment un petit jeu de questions-réponses. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas. Je ne vous promets pas qu'on traitera toutes les questions en live, mais au moins elles apparaîtront. Donc un petit mot rapide pour vous présenter Eloquent, qui nous sommes. Eloquent, nous sommes un éditeur de solutions de relations clients. Notre métier, c'est quoi? C'est gérer, orchestrer, mesurer et améliorer les conversations que vous pouvez avoir avec vos clients, enfin que vos clients peuvent avoir avec leurs clients. Évidemment, c'est une plateforme cloud qui est basée sur l'IA et nous travaillons sur 2 piliers majeurs qui sont le centre de contact et la voix du client. On est une solution omnicanal, donc on travaille sur l'ensemble des fronts qui peuvent être adressés à un centre de relations clients, la voix, l'email, le SMS, les chats, les réseaux sociaux, les callbots, évidemment aujourd'hui de plus en plus. Toutes ces interactions et tous ces canaux d'entrée, nous les orchestrons de manière à ce qu'on puisse les qualifier, les analyser et les transmettre et les diriger vers la bonne compétence à travers le bon parcours. Et pour ça, voilà, il faut connaître le parcours, il faut connaître ses clients, il faut comprendre ce qu'ils attendent, il faut comprendre ce qu'ils demandent et leur douleur éventuellement. Tout ça se fait au travers du pilotage et de l'analyse. Le pilotage temps réel de la solution, mais l'analyse aussi temps réel et temps différé, qui va permettre d'aller puiser dans la tête des intervenants pour comprendre quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs douleurs, leurs points forts et ainsi de suite. L'idée, évidemment, c'est d'avoir de toute façon des clients satisfaits et des collaborateurs satisfaits. 3 points forts de la solution, la joignabilité. La totalité des canaux que nous gérons nous permettent de proposer des solutions qui sont H24. Lorsque les centres de relations clients sont fermés, eh bien les bots et des parcours digitaux et des parcours automatisés peuvent prendre le relais. Ils peuvent prendre le relais dans la journée, évidemment aussi pour assouplir un petit peu le traitement des appels. Une satisfaction client, on est un des rares éditeurs, si ce n'est le seul éditeur qui propose ces 2 solutions vraiment poussées chacune dans leur retranchement, j'allais dire. Et puis un point important, je vous l'ai dit, Eloquent est une société française. Nous sommes souverains. Et la sécurité des données est quelque chose d'extrêmement important. C'est pourquoi vous voyez quelques certifications en bas de l'écran, ISO 27001, 27701 et récemment, et on en est assez fiers, nous sommes certifiés HDS, donc données de santé. Donc voilà, l'idée c'est de proposer à nos clients, et vous voyez un petit peu un panel de nos clients, une
une garantie que leurs données sont en sécurité ou en tout cas bénéficient du plus haut niveau de sécurité possible sur nos infrastructures. Des clients, aujourd'hui, on compte un peu plus de 350 clients dans tous les secteurs d'activité. Deux secteurs, on va dire, 2 ou 3 secteurs se démarquent malgré tout. Le secteur de l'assurance, vous le voyez en haut à gauche, avec une grande part de notre activité qui est sur ce vertical-là. Un second vertical important qui est ce qu'on va appeler utilities, dans lequel on va retrouver les opérateurs énergie, les opérateurs de transport. Vous voyez Schenker, vous voyez la SNCF, Géodis. Et puis, on est aussi assez présent dans, et ça transparaît un tout petit peu moins, mais dans les secteurs des marchés publics. Voilà. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui vous est dédié, qui est dédié au monde des consultants. Nous avons l'ambition d'être aux côtés de vous, à vos côtés. On a l'habitude de vous faire intervenir et de vous solliciter, alors évidemment dans le business, mais aussi au cours des nombreux événements qu'on organise, soit par des interventions directes, comme Frédéric Derrien au cours du CX Summit au mois de novembre dernier, mais aussi par un certain nombre d'interventions plutôt écrites, comme vous avez pu le voir au dernier webinaire animé par Frédéric sur le passage de l'on-prem au SICaaS, où plusieurs de nos partenaires ont témoigné et ont donné leurs bons conseils. Donc, on a vraiment cette volonté d'être aux côtés des consultants, des intégrateurs, des cabinets de conseil, avec l'ambition non seulement de proposer une plateforme, mais d'être à vos côtés pour être un partenaire de vos projets. C'est pour ça qu'on anime ce type de rencontre. C'est pour croiser les points de vue, faire émerger des insights utiles et apporter de la valeur chez vos clients. Voilà, je vais passer la main maintenant à Didier, qui va parcourir avec vous quelques résultats de ce webinaire, de cette enquête, pardonnez-moi, que, encore une fois, vous avez bien voulu compléter avec nous. Merci Xavier pour la transition. Merci Frédéric pour l'invitation à participer à ce webinaire. Effectivement, on a souhaité commencer en fait par un sondage, on va dire. C'est pas une enquête au sens méthodologique, mais vous avez été nombreux à y répondre, donc merci pour ça. L'idée, c'est quoi? C'est que je vais par la suite vous présenter en fait les tendances du marché, mais on voulait faire coller ces tendances, ou en tout cas rapprocher plutôt ces tendances des perceptions que vous avez, vous, dans votre quotidien, en situation client, de ce que c'est qu'aujourd'hui un chantier ou un dossier relation client, centre de contact concrètement en France. Donc, on va poser un certain nombre de questions. Vous avez été plus d'une 50aine à y répondre. On va les passer en revue. Je pense que Frédéric interviendra par moment, notamment sur les questions de verbatim pour compléter mes commentaires. En tout cas, la première question qui était posée, c'était quels sont pour vous les chantiers prioritaires que vous rencontrez en situation client. Donc là, on a ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 chantiers. Alors, on va pas s'occuper des virgules, hein, on est vraiment sur du qualitatif, mais il y a trois grands chantiers qui aujourd'hui occupent vos jours et une partie de vos nuits probablement. C'est l'optimisation de l'existant, le déploiement des agents conversationnels IA. C'est une bonne nouvelle, c'est le sujet c'est la thématique du jour. Et puis les questions de ROI, de mesure de la performance. C'est vraiment les 3 grands pôles. Alors, ce qu'on peut dire sur ce point-là, c'est que en tout cas, personnellement, par rapport à ce que je vois, moi, dans la veille que je fais sur le sujet, je pensais vraiment que la question déploiement des agents serait en number one. Alors, il est pas loin.
il est à peu près un peu plus de 30%. Mais c'est l'optimisation de l'existant qui, en tout cas dans le panel de répondants, passe en tête. Et peut-être que derrière ça, ce qu'on peut déduire, en tout cas, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été lancées depuis quelques temps chez vos clients et que leur priorité aujourd'hui, et donc votre quotidien, c'est probablement alors, je vais être méchant, je vais dire sauver les pilotes. On sort quand même, où on est encore en partie, peut-être d'ailleurs, dans une phase de POC, hein, de test de toutes ces nouvelles technologies. Et peut-être qu'on est aujourd'hui à un moment où les clients vous disent optimiser ce qu'on a déjà mis en place, vérifier qu'on peut calculer un retour sur investissement, ça devient la priorité avant de déployer de manière supplémentaire ou d'augmenter les fonctionnalités de ces fameux agents conversationnels notamment, mais plus largement de l'IA dans les centres de contact et dans la relation client. Donc c'est le premier constat, la première surprise que j'ai eue en lisant ces résultats. Le fait que vous êtes nombreux à déployer des projets, des chantiers d'IA, ça c'est pas une surprise, c'est en phase avec le marché, on le verra derrière. Et puis peut-être un dernier commentaire sur cette slide, pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est le point sur la réduction des coûts de traitement. C'est probablement une info qui est en lire en creux. C'est ce qu'on lit souvent, en tout cas dans la presse sur ces sujets-là, c'est que un des objectifs de l'introduction de l'IA dans les solutions, c'est les logiques d'automatisation et d'optimisation de coûts. En fait, c'est peut-être le fait que ça soit moins présent que ce que je m'attendais. Peut-être qu'on peut lire là le fait qu'on passe dans ces sujets d'une logique de cost center un peu pure et historique à une logique de recherche de valeur. C'est peut-être pour ça que vous n'avez été que un peu moins de 20% à citer cette question de réduction des coûts comme un sentier prioritaire. Voilà. Alors, la deuxième question, c'était quels sont les freins que vous identifiez? Alors là, très intéressant, la résistance, en fait. Le frein n'est pas la technologie, clairement, c'est des problèmes de résistance interne, de compréhension des enjeux, de compréhension des problématiques. Ce qu'on voit là-dessus, et c'est un sujet qu'on retrouvera dans les tendances marché que je vous présenterai juste derrière, on est vraiment conforme à ce que tous les grands cabinets aujourd'hui remontent dans leurs études, c'est que il faut qu'on passe à une phase où en fait on explique en interne ce que c'est que l'IA, ce que ça peut faire, et surtout qu'on passe à une phase où on arrête de calquer ou de transposer plutôt les process historiques qu'on a dans nos organisations en leur intégrant l'IA. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire l'IA, ça change. Ça fait pas simplement plus vite ou mieux les choses, et encore le mieux est discutable. L'IA, c'est quelque chose qui transforme les process, qui transforme les modes de fonctionnement. Donc, ce sont vraiment des enjeux organisationnels de changement de process. Et ça, c'est des choses qui sont longues à faire passer, qui sont complexes à expliquer, ce qui explique probablement, aujourd'hui en tout cas, que vous êtes à peu près un tiers dans les répondants à dire le vrai frein, c'est la résistance interne. Je ferai juste un deuxième commentaire, c'est sur le manque d'usage le manque de présence ou de clarté en tout cas sur les cas d'usage. Ça, c'est une chose aussi qui me paraît intéressante parce que en fait, et je crois qu'il y a des cas d'usage qui sont présentés derrière par Eloquent, mais on se rend compte d'une chose, c'est que de plus en plus, dans les communications des éditeurs qui travaillent sur les environnements, centres de contact, relations clients, il y a une mise en avant croissante de ces cas d'usage. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train de passer d'une phase un peu de test, hein, comment on appelle ça, test and learn, genre. Donc on teste, je parlais d'époque tout à l'heure, et on voit un petit peu ce qui se passe et ce qu'on peut en faire, à une phase où aujourd'hui, au travers notamment des cas d'usage, on rentre dans une logique un peu plus d'industrialisation de ces process et d'intégration de l'IA dans ces process.
Alors, il y avait une autre question aussi sur votre positionnement par rapport à l'IA et le choix de quelle IA on va parler, laquelle est la plus pertinente. Là, pour le coup, je m'en suis étonné auprès de Frédéric quand il m'a communiqué les résultats. Vous êtes à peu près, plus de la moitié d'entre eux disent aujourd'hui, je ne choisis pas l'IA, je laisse au client le choix en fonction de ses besoins. J'avoue personnellement que je pensais qu'il y aurait un peu plus de guidance de la part des répondants sur la bonne IA pour le bon cas d'usage, dans le bon contexte, pour le bon vertical, etc. Alors peut-être que ça, c'est aussi dû au fait que chaque client a probablement déjà commencé à tester, s'il vous sollicite sur ces sujets, des bouts d'IA, les comparer peut-être, qu'il a peut-être mis en place un certain nombre de choses qui correspondent à ses usages et à ses besoins, et que quand on arrive dans ce genre de contexte, effectivement, le but, c'est pas de tout remettre à plat, mais peut-être de voir ce sur quoi on peut capitaliser avec ce qui est déjà en place. Et donc, le choix de l'IA en elle-même précède peut-être votre arrivée sur les dossiers. En tout cas, c'est la compréhension que j'essaie d'en faire. Alors, il y a peut-être une autre lecture, c'est que est-ce que cette absence de relative, hein, évidemment, mais d'accompagnement dans le choix, c'est une neutralité par rapport au choix que le client a déjà fait, ou est-ce que c'est de votre part, pardon pour ce que je dis là, mais une technique un peu d'évitement, puisqu'on est sur des technologies qui évoluent extrêmement vite. En gros, toutes les semaines, on a des nouveautés qui sortent, des comparatifs, des IA évoluent, les classements changent, et que dans ce contexte très très mouvant aujourd'hui, faire un choix est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Je pose la question en toute humilité. Voilà. Pas de commentaires supplémentaires là-dessus. On avait une dernière question et on parlera peut-être un peu plus de verbatim derrière, mais sur la façon dont votre business, vous estimiez là, votre business là dans les mois qui viennent. Donc, pour la plupart d'entre vous, le business est stable. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu penser, notamment dans ce domaine de l'expérience client qui est quand même pas mal bousculé par l'IA, que il y aurait un certain nombre une croissance du nombre de dossiers. On verra dans les tendances marché, je vais commencer juste à dire qu'il y a quand même une croissance forte de tous ces sujets portés par les directions générales notamment. Donc je ferai plus là un focus sur la partie décroissance. Vous êtes peu nombreux heureusement, on est heureux à avoir une décroissance sur vos activités. Est-ce que ça, c'est dû aussi, là encore, à la complexité des sujets d'IA, à la rapidité des évolutions des technologies, qui fait qu'aujourd'hui, sur des sujets comme celui-là, vous vous sentez peut-être moins à l'aise que sur d'autres plus historiques? Là encore, en toute humilité, je pose la question. Alors, on avait derrière ces grandes questions posé deux autres sujets. Ah, il y a un petit sujet, un petit bug dans la présentation. C'est pas grave. Au niveau on avait posé des questions sur les baromètres, en fait. La baguette magique, c'est une terminologie, je crois, qu'aime bien Frédéric. Merci, on est arrivé sur la bonne slide. Il y avait pas mal de verbatim qui étaient intéressants. On les a pas tous cités, mais il y a quand même des choses qui, dans les expressions qui nous sont remontées, qui me démontrent qu'il y a comment on appelle ça, des signaux faibles qui sont quand même à prendre en compte, au-delà des chiffres, des résultats du baromètre tel que je vous les ai présentés. Typiquement, il y a eu des réflexions sur les questions de conformité. Certains d'entre vous nous disent aujourd'hui, quand je traite ces sujets, je traite aussi beaucoup et peut-être même avant tout de conformité et de juridique. C'est a priori pas un sentiment qui est remonté dans les résultats, mais c'est quand même un verbatim qui a été exprimé. Et puis, il y a d'autres verbatim qui
nous disent aujourd'hui, la question, c'est aussi une question de savoir être exprimé au niveau d'une DG une lucidité quant aux capacités de la technologie et un réalisme par rapport à ce qu'on peut réellement en faire concrètement dans la transformation des process de l'entreprise et dans l'évolution de sa productivité et de sa rentabilité. En tout cas, pour résumer les verbatims, on peut les classer en 4 grands blocs. Aujourd'hui, il y a toute une partie de vos verbatims qui concerne la data. Aujourd'hui, un des problèmes que vous rencontrez, c'est cette data. On a besoin de l'unifier, de la mettre en cohérence, de faire en sorte que, pour faire travailler une IA dessus, elle soit fiable, puisque on le sait tous aujourd'hui, si les données sont pas fiables et complètes, les fameux insights que peut en tirer l'IA sont vraiment à prendre avec des pincettes. Donc c'est le premier grand thème. Ensuite, il y a un thème qui est lié aussi d'une certaine façon à la data, c'est la question des silos. Ça remonte de manière assez récurrente dans vos verbatims. Et donc c'est lié aux données, puisque si l'entreprise est en silo, les données circulent pas, elles sont pas mises en parallèle, elles sont mises en parallèle mais pas en cohérence, et donc du coup ça ne peut que freiner effectivement l'efficacité des chantiers IA que vous mettez en œuvre ou sur lesquels vous accompagnez vos clients. Un troisième point qui remonte dans le verbatim, et ça moi je le vois au quotidien aussi dans les entretiens que je peux avoir avec les experts du domaine, c'est que il y a un grand questionnement, je reviendrai sur les tendances marché derrière, sur la place de l'humain. Comment on trouve la valeur et le bon positionnement de l'humain au centre de toutes ces technologies qui ont quand même pour objectif en partie de remplacer l'humain sur les tâches à faible valeur et en seconde partie à l'augmenter, comme disent nos amis anglo-saxons. Tout ça derrière, ce sont les enjeux aussi de RSE, d'une certaine façon, puisque le bonheur de l'agent et du collaborateur en entreprise, c'est un point qui est important et qui permet, d'une certaine façon, en tout cas, certains nous le disent, de rendre les clients eux-mêmes heureux. Donc, c'est vraiment un sujet d'attention, comment on trouve, comment on positionne de manière fine le curseur entre ce que peut faire, on va dire, un agent numérique et puis, historiquement, ce que fait un agent humain. Enfin, le dernier grand bloc associé à vos verbatims, c'est les questions de posture, enfin de posture par rapport à ce que va devenir la technologie. Je l'ai déjà dit auparavant, mais on est sur des sujets où les briques techniques, elles évoluent à toute vitesse, et qu'aujourd'hui, il faut être humble par rapport à tout ça, et que quand on met en place un projet, ce que vous dites, c'est que ce projet, de toute façon, il va évoluer, de par la technologie, de par aussi probablement la compréhension qu'en auront les collaborateurs de l'entreprise, et que donc on va être dans une démarche en fait d'évolution incrémentale permanente. Ça, c'est plutôt un bon point. Cette évolution permanente, elle est aussi liée au fait qu'on est toujours, malgré tout, dans une phase d'apprentissage de ce que peuvent faire ces nouvelles technologies, et que du coup, en fonction des résultats qu'on va obtenir, j'ai du mal à trouver un autre mot que le mot insight, pardon, mais des insights qu'on va obtenir, on va pouvoir modifier les process, modifier les prompts éventuellement qui gèrent les IA pour optimiser et adapter tout ça. Et tout ça, ça va se faire forcément dans la durée avec des correctifs et des modifications dont on n'a probablement pas idée aujourd'hui au moment où on se parle. Voilà pour la baguette magique. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux ajouter un commentaire. Alors, c'est vrai qu'on a reçu de votre part aussi des bonnes pratiques. Et ici, vous voyez à l'écran en fait les principales bonnes pratiques qui sont venues, alors classées par thématique. La première grande thématique sur le self-care. Donc, deuxième thématique sur l'assistance aux agents, et troisième thématique en fait un petit peu sur l'humain, la personnalisation. Et c'est vrai qu'on a eu quand même une richesse assez importante, puisqu'on a vu pas mal de sujets à la fois sur d'un côté des choses qui ne sont pas liées à l'IA et des choses qui sont liées à l'IA. On va dire que
allez, 80%, 90% des bonnes pratiques étaient remontées pour des sujets, mais c'est peut-être lié au sujet du webinaire et à la thématique qu'on abordait aujourd'hui. Mais de manière assez étonnante, il n'y a pas eu un seul sujet sur la culture client, il n'y a pas eu un seul sujet sur les offres ou des choses comme ça. On était vraiment sur de la techno pour de la techno. Par exemple, l'aide automatisée à la réponse de l'agent, les FAQ qui sont arrivés plusieurs fois, les FAQ qui demandent aux clients à leur dirigeant sur les bonnes informations. On a eu même une fois la traduction automatisée qu'on va présenter tout à l'heure. Donc, les callbots qui sont remontés vraiment énormément, l'IA conversationnelle, l'analyse des verbatines, l'analyse sémantique, ça arrive vraiment beaucoup. L'analyse des échanges en temps réel, au téléphone, écrit et téléphonique, les résumés de conversation avec l'exploitation, etc. Le callbot aussi qui est remonté assez souvent. Le chatbot est remonté assez peu souvent, mais par contre le callbot remonte plus souvent avec soit le SVI langage naturel, soit en fait le bot de qualification, soit le bot qui va traiter les demandes à faible valeur ajoutée, mais également vous avez parlé de moyenne valeur ajoutée. Donc on se rend compte que le bot, quand vous le mettez en place chez vos clients, c'est pas juste pour traiter des trucs simples, FAQ, on arrive aussi à traiter des choses un petit peu plus importantes. Donc on a vu aussi des bonnes pratiques sur la qualification automatique de demande sur les formulaires Internet pour les router aux bonnes personnes. Donc on a vraiment énormément de demandes, enfin de bonnes pratiques sur les outils et moins sur d'autres sujets. Par contre, à chaque fois que c'est remonté, on a vu que la personnalisation des réponses, anticiper le fait qu'il y ait des demandes pour créer une expérience remarquable, c'est des choses qui sont vraiment arrivées dans les commentaires. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que beaucoup de choses sur la techno, moins sur l'humain, mais comme je disais, c'est encore lié à la thématique du webinaire, je pense. C'est vrai, si je peux me permettre, Frédéric, en analysant les verbatim, d'une certaine façon, dans les usages qui étaient cités, on avait l'impression que c'était surtout des usages, on va dire, un peu défensifs, ou en tout cas de premier niveau, ceux que tu as cités, hein, les FAQ, le callbot, etc. Et que par contre, des sujets dont on nous rabâche le cerveau dans la presse, comme tout ce qui est l'agentique, ces choses très à la mode, finalement, c'est des thématiques qui naturellement sont pas remontées. Bon. Alors, ce qu'on a souhaité faire avec Frédéric, c'est par rapport à ces commentaires, voir comment, par rapport à ce que les grands cabinets d'études du marché remontent comme chiffres, comment tout ça se positionnait. La bonne nouvelle, c'est que, et c'est heureux, ce que vous nous remontez est assez en phase avec les grands chiffres. On va peut-être un petit peu nuancer. Donc les premiers éléments, on a fait le choix de ne pas vous présenter des milliards de chiffres, hein, parce qu'il y en a dans tous les sens, mais j'ai choisi là ceux qui me paraissaient les plus intéressants à mettre en parallèle avec ce qu'on vient de passer en revue avec Frédéric. Donc en termes de marché, on parle de marché de l'IA appliqué aux services clients. Grosso modo, je vais plus parler des taux de croissance que des valorisations en elles-mêmes, parce qu'en fonction des cabinets, les valeurs changent. Mais bon, on est à plus de 15 milliards aujourd'hui estimés en 2026 pour ce marché-là. Ce qui est intéressant, c'est surtout les 26% de taux de croissance prévus, en tout cas, jusqu'en 2034. Donc, ça nous laisse quand même encore 8 ans de croissance forte. Donc ça, c'est vraiment un chiffre marquant. Il est d'autant plus marquant qu'il est très supérieur à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché du CICAS. Le marché du CICAS, je reprends mes notes parce que je ne connais pas ça par cœur, mais le marché du CICAS, on était à un taux de croissance, en tout cas sur un cabinet, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Fortune Business Insights, qui était de l'ordre de 17-18%. Donc, on a vraiment, et c'est pour ça que dans le à retenir, je dis, le marché grossit 50% plus vite que le CICAS classique. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, vos clients, quels qu'ils soient, ils peuvent pas échapper à cette vague d'IA et à son impact dans les solutions qu'ils ont en place ou dans les solutions plateformes de relations clients qu'ils veulent installer. D'où l'intérêt de s'intéresser à ces sujets. L'autre point fort, la grande tendance, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un sujet que vous citiez je crois que c'était le numéro 3 dans vos remontées au niveau du baromètre, c'est que
les grands responsables des services clients aujourd'hui, ils sont sous pression de leur patron, en gros, pour implanter ces IA. Alors, ils sont sous pression dans le sens où la presse, comme je disais tout à l'heure, veut indiquer à tous les patrons de boîte qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là. Les DG n'ont pas forcément une compréhension fine des enjeux, des implications que ça a au quotidien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils veulent voir des choses avancer. Et donc, ce chiffre de Gartner, 91% des leaders, il est très évocateur là-dessus. La bonne nouvelle aussi, c'est que même si le sujet n'était pas... c'est en phase avec ce que vous indiquiez, c'est-à-dire que les questions de budget n'étaient pas un frein au développement de ces projets. Ça confirme le fait que, comme là encore, avec Gartner le dit, on a des budgets qui sont pour les 3/4 d'entre eux en hausse en fait d'une année sur l'autre sur ces thématiques d'IA. Donc, a priori, en tout cas, bon, ce sont des chiffres qui sont mondiaux, donc à relativiser avec la situation en France, bien entendu. Mais en tout cas, il y a une tendance forte, non seulement au développement de ces projets-là, mais également au développement des budgets qui leur sont consacrés. Alors, un autre sujet qui me paraissait intéressant de mettre en avant dans la présentation de ces tendances, c'est la différence qu'on a aujourd'hui. Et je pense que ça, vous la vivez au quotidien, et j'en ai déjà évoqué la chose sur la partie baromètre, c'est qu'il y a encore aujourd'hui un vrai gap entre les briques technologiques qu'on teste, les fameux POC, les pilotes, et puis la mise en production, le passage à l'échelle et l'industrialisation de toutes ces nouvelles briques technologiques. On l'a vu, vous l'avez remonté, le frein numéro 1, c'est de toute façon lié aussi à la résistance interne des organisations, des collaborateurs. Peu de sociétés en fait sont vraiment conscients, que ça soit au niveau des directions générales ou au niveau des collaborateurs qui sont directement impliqués dans le déploiement de ces projets, de l'impact, la complétude de l'impact de ces briques dans le fonctionnement de l'entreprise et dans leur quotidien. Les chiffres qui me paraissaient intéressants d'associer à ce constat, c'est que aujourd'hui, le chiffre est même faible, en fait, mais bon, c'est un chiffre Gartner, la division qui est de recherche liée à l'expérience client, donc on ne va pas le remettre en cause. Mais en gros, 2/3 des services clients ont lancé des pilotes liés à l'IA, et notamment à l'IA agentique, qui est quand même une évolution historique des IA passives qu'on a vu se déployer dans les 2 années qui viennent de s'écouler. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, toujours au travers de la même division d'analyse CX Research de Gartner, on a à peine un quart en fait de tous ces pilotes, ces tentatives de déploiement qui ont abouti, qui sont passés en situation de production. Donc il y a un vrai gap là-dessus, d'où le titre de cette slide. Et le deuxième chiffre qui vient nuancer très fortement le déploiement de ces projets au quotidien, c'est le fait qu'aujourd'hui, même quand ils sont déployés, ils sont très nombreux, ces pilotes, à ne pas produire les résultats qui sont attendus. Là, c'est Deloitte qui remonte ces chiffres-là. Donc, ça veut bien dire... ça met en évidence, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure sur la lucidité et le réalisme. C'est qu'aujourd'hui, il y a une telle pression marketing dans la communication sur les IA que les patrons, les DG disent il faut y aller, que les directions métiers y vont, parce que je pense qu'ils voient aussi quand même malgré tout un intérêt, mais qu'il y a peut-être une naïveté quant à la capacité des solutions aujourd'hui, en tout cas, à fournir ou à atteindre l'ensemble des résultats qu'on espère en les déployant. Voilà. Alors, au-delà de ce gap entre ce qu'on voudrait faire et ce qui est fait réellement, ce qu'on arrive à faire réellement, il y a aussi une question qui me paraît importante. Et ces derniers jours, on l'a vu remonter d'une manière plus générale sur l'IA
dans toutes ses formes, pas uniquement sur les IA appliquées au service client. Mais il y a peut-être aussi un paradoxe de confiance sur ces technologies. J'en parle pas là parce que je suis tombé dessus plus récemment, mais il y a une étude Qualtrics qui est sortie il y a pas longtemps, qui disent, je crois que c'est 49% des clients aujourd'hui ont un doute quand même sur la capacité des entreprises, lorsqu'elles déploient ces sujets d'IA, à s'assurer que les données personnelles des clients ne soient pas utilisées de manière abusive. Donc c'est un chiffre qui vient en complément du 44% qui est affiché à l'écran, qui lui est une source Forrester, qui disent aujourd'hui on a vraiment, en tant que consommateur, une confiance très, très relative dans la capacité, non seulement la capacité de l'IA à délivrer ce qu'on attend d'elle, mais aussi à se conformer au cadre notamment juridique et législatif qui peuvent être présents, notamment en France. Et ça, donc ce 44%, il est quand même en opposition assez forte avec la perception qu'en ont les décideurs dans les entreprises par rapport à l'IA. Donc on retrouve la question de la lucidité et du réalisme. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste au niveau des DG sur ces sujets-là? Enfin, et personnellement je considère que c'est le sujet le plus important avec ces nouvelles technologies, c'est quelle est la place de l'humain? Quelle place on donne à l'humain dans tout ça? Ce que les grands cabinets remontent, c'est qu'il y a de toute façon une tendance qui est là, évidente, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, enfin, grandes ou moins grandes d'ailleurs, mais ont commencé à réallouer à réaffecter en fait les agents humains vers des choses à plus forte valeur ajoutée. On sait tous très bien pourquoi, hein, le coût d'un agent humain, il est là, et que tant qu'à faire, autant faire que ce coût soit affecté à des tâches à forte valeur ajoutée. D'autant plus que, notamment sur les tâches répétitives dites à faible valeur ajoutée, pour le coup, l'IA numérique est capable de faire le job. Ce qu'on voit aussi, que c'est dans les projections, c'est une tendance qui de toute façon va se conforter. D'après Gartner, il y avait un rapport qui s'appelle Horizon 2029. Est-ce que c'est le titre du rapport? J'avoue que j'ai un doute d'un seul coup. Mais enfin, qui dit que, en gros, 4/5 des tâches classiques, des problèmes courants. Donc, ça va de la chose très, très banale sur quels sont vos horaires d'ouverture, quel état à des choses plus élaborées comme quel est l'état de mon dossier, quel est l'état de livraison de ma dernière commande, etc. Toutes ces tâches-là, elles vont pouvoir être gérées de manière complètement autonome, sans intervention humaine dans les années qui viennent, et de manière croissante. Donc la question qui se pose sur le marché aujourd'hui de l'IA appliquée au centre, à la relation client et centre de contact, c'est est-ce qu'on va vers un modèle qui est celui que je me suis permis de vous présenter sur cette slide. Alors c'est un modèle qui n'est pas de moi, hein, qui d'une société qui s'appelle Finilabs, mais en gros ce que dit, c'est qu'on va vers un modèle on irait vers un modèle à 3 couches où grosso modo 40 à 60% des interactions seraient gérées par des IA dites autonomes. Donc ça, c'est en phase, c'est même prudent par rapport aux 80% annoncés par Gartner, qui permettrait de faire du self-service via des callbots, via des facs, du routage un peu optimisé, des résumés passés dans les CRM auprès des agents humains, etc. Qu'on a en gros un tiers de la volumétrie qui serait gérée par un duo entre l'agent humain et l'IA. Donc on est sur les logiques d'agents humains augmentés avec toutes les briques des Jump Assist qu'on connaît, les questions de suggestion et de coaching également pour améliorer la performance de l'humain dans la durée. Et puis, seulement entre 10 et 20%, c'est en tout cas ce qu'anticipe Finilabs, qui serait traité uniquement par de l'humain. Donc là, on est sur ce que je disais tout à l'heure, des tâches à forte complexité, des tâches où il y a une dimension émotionnelle forte
qui est à prendre en compte, et une valeur relationnelle importante. Je vais peut-être juste faire un petit bémol par rapport à ça, c'est que même si ces sujets où l'émotion a une place, on voit il y a des petites choses qui sortent. On l'a vu il y a quelques jours pour un éditeur historique français, où on nous dit finalement, même dans les dimensions où l'émotion est importante, tout ce qui est centre d'appel, centre d'urgence, appel d'urgence, l'IA peut avoir sa place parce qu'elle est capable justement de relativiser la partie émotionnelle pour rester dans une démarche très opérationnelle et dans les calls, dans je cherche le terme, les centres d'appel où on traite des appels d'urgence, c'est une chose qui peut avoir un intérêt. En tout cas, c'est ce que certains éditeurs français disent depuis quelques jours dans la presse. Voilà, donc la bonne nouvelle quand même au final de ces grandes tendances, c'est qu'il y a une vraie place évidemment pour les consultants dans l'accompagnement des clients qui déploient ces technologies, et que la place, elle sera peut-être alors, j'allais dire de moins en moins technologique. La technologie sera toujours là parce qu'elle va évoluer, et donc il va falloir l'absorber et la comprendre pour en tirer le meilleur, mais que la dimension d'orchestration humaine, d'orchestration, pardon, des relations entre l'humain et l'IA, elle va aller croissante, à mon avis. Et c'est intéressant. J'ai pris un peu volontairement le mot d'orchestration, puisqu'on parle beaucoup d'orchestration des IA entre elles, mais je pense que la question de l'orchestration des IA par rapport à l'humain est très importante. Voilà les grandes tendances que moi je peux avoir détectées. En fait, c'est des chiffres que j'ai collectés au fur et à mesure de la veille que je fais via la plateforme Uptyc. Merci d'ailleurs à Eloquent de me donner l'opportunité d'en parler rapidement. Je pense que ça fait partie de votre quotidien de voir un petit peu les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités. La plateforme que je gère depuis quelques années maintenant, Uptyc, elle vise ça, à vous accompagner ou en tout cas compléter votre veille. Donc n'hésitez pas, si vous ne la connaissez pas, à aller jeter un petit œil, ça peut vous faire gagner du temps. D'autant plus qu'au-delà de la veille, je travaille aussi sur des éléments, des dossiers thématiques. Typiquement, j'ai publié un dossier sur les connecteurs liés, les connecteurs CRM liés au centre de contact. De quel type? La question, c'était de savoir est-ce que votre CRM entend tout ce que vos clients vous disent. Et puis, j'ai une série d'entretiens que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas, sur des entretiens avec des experts du sujet, notamment avec une thématique sur l'IA conversationnelle que j'ai ouvert depuis la toute fin de l'année dernière, et des entretiens avec des gens comme des experts chez Verine, chez AudioCode, des gens avec lesquels, pour certains en tout cas, Eloquent travaille. L'intérêt, c'est de sortir de ce que nous disent les communiqués de presse des éditeurs et de rentrer dans un questionnement un peu plus direct avec les experts de ces sujets chez l'éditeur. Voilà, j'arrête de faire ma pub. Merci Frédéric de m'avoir permis d'en parler, et puis je te rends la parole du coup. Ok. Merci Didier. Là, on a vu en fait la partie marché, les évolutions, ce que vous pensiez. Maintenant, en fait, on va vous montrer nous ce qu'on fait en pratique, et on va commencer par l'IA avec 5 cas concrets qu'on vous a sortis en fait des solutions. Le premier, vous le connaissez, hein, c'est le grand classique. On en a parlé plein de fois, mais comme ça remonte vraiment systématiquement à chaque fois dans vos remontées comme étant un des outils qui est le plus efficace, on vous a mis le callbot en IA générative. Alors, le pourquoi, je ne vais pas revenir dans l'historique, vous le connaissez, c'est plus rapide à mettre en place, il y a un dialogue plus fluide, et cetera, et c'est vraiment beaucoup plus naturel pour les clients. Et c'est vrai que je vous partagerai, je vais vous le partager tout de suite, tiens, c'est plus intéressant. On a un cas assez intéressant à la CIPAV qui en fait a déployé un callbot en IA générative en dehors des heures d'ouverture au départ. Donc en fait, il permet de traiter de manière automatique à peu près 75% des demandes. Donc c'est
quand même assez énorme. Les 25 autres sont traités en fait par du rappel le lendemain par les équipes. Donc on arrive quand même à un callbot qui apporte de la valeur donc sur la relation client. On n'est pas juste pour dire OK, je vais prendre des appels en plus, mais j'apporte un service en plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant ils ont pris le réflexe de l'utiliser au quotidien. Par exemple, quand ils ont des réunions de service et ils doivent réunir tout le monde pendant un quart d'heure, une demi-heure pour un truc un peu important. Et ben, auparavant, c'était très compliqué. Ils devaient couper toutes les lignes. Là, maintenant, ils disent, ben, c'est pas grave, on va mettre le bot pendant un quart d'heure et on va avoir après des rappels à faire, mais c'est pas mortel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez confortable pour eux et ça leur apporte vraiment une simplicité au quotidien. Donc, à la fois, plus de services pour les clients parce que ils ont une réponse le soir. Ils ont également de la simplicité parce que ça prend aussi des appels dans ces moments-là. Et pour les équipes, c'est aussi quelque chose qui est assez sympa. Le seul truc qui est important de noter, c'est que à la CIPAV, donc l'important, c'est quand même de garder le conseiller et le relationnel en face à face. Donc au-delà du callbot, il reste quand même au niveau périmètre tout le temps au téléphone classique avec des agents. Ils ne vont pas aller remplacer les agents vraiment par du callbot. Et au contraire, ils vont aussi miser sur l'humain, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des réunions en visio, ils ont mis en place des réunions physiques pour aller répondre aux demandes. Parce que pour eux, c'est important que les clients qui soient bloqués pour leur retraite, ils aient les réponses. Donc le bot, oui, mais pas pour dégrader la relation client. Voilà, donc ça, c'est quelques infos. Donc, le paramétrage du bot, ce qui est assez intéressant, c'est que ça se fait simplement avec un prompt et bien sûr des connexions au système d'information. Mais le paramétrage est quand même devenu beaucoup, beaucoup plus simple par rapport à avant, parce que auparavant, on devait positionner tous les questions-réponses et ensuite vérifier que ça marchait. Maintenant, on a directement les questions-réponses et on vérifie que les questions sont correctes sur le temps. Donc, on arrive vraiment à des choses assez sympas. Marie, je te laisse peut-être nous faire une petite démonstration justement d'un callbot. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Donc, en même temps, je vais partager mon écran, mais je vais vous faire écouter déjà le callbot. Donc, je suis un client et je vais vous partager l'écran du conseiller qui reçoit. Bonjour et bienvenue chez Eloquent. Je suis Clara, votre assistante virtuelle. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je voulais savoir déjà s'il fait beau à Paris. Je ne dispose pas d'informations météo. Puis-je vous aider pour une question liée à nos solutions Eloquent? Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous faites chez Eloquent? Eloquent propose une plateforme SaaS pour gérer les interactions clients, mesurer la satisfaction et analyser les retours via l'intelligence artificielle. Avez-vous une question précise? Qu'est-ce que vous faites par rapport à l'intelligence artificielle? Nous intégrons des chatbots, voicebots et un moteur d'analyse sémantique pour automatiser et analyser les interactions clients. Souhaitez-vous une démonstration? Ah bah oui, du coup, c'est intéressant, je veux bien. Avec plaisir. Pour organiser une démonstration personnalisée, puis-je avoir votre nom, prénom, fonction et le nom de votre entreprise? Oui, je m'appelle Albert Martin, je suis directeur général de l'entreprise Chaussy. Merci Albert. Pour finaliser, pourriez-vous me confirmer votre prénom, fonction et le nom de votre entreprise? Ah, je viens de vous le dire. Je m'appelle Albert Martin et je suis directeur général de l'entreprise Chaussy. Bien compris, Albert Martin, directeur général chez Chaussy. Je vous transfère à un conseiller pour organiser la démonstration. Veuillez patienter un instant. Donc, là, vous voyez, l'appel est envoyé et juste avant de décrocher, ce qui est intéressant, c'est que le conseiller donc peut cliquer sur un petit bouton pour avoir déjà le résumé de ce qu'a échangé le client avec le bot. Donc, je vois un mot-clé déjà qui résume l'appel. Il peut y en avoir plusieurs également qui sont générés par l'intelligence artificielle. Et puis, je vois justement le résumé qui explique déjà sur les questions qu'ont demandé l'appelant. Et puis, le fait qu'il a accepté de demander une démonstration avec ici la retranscription complète, en fait, qui peut permettre de vérifier. Là, si le client lui dit votre bot, il m'a demandé 2 fois qui j'étais, etc. Je peux vérifier effectivement que oui, il y a eu une petite anomalie et qu'on lui a demandé 2 fois cette question. Donc, voilà pour le bot. Ce qui est intéressant, bien sûr, côté conseiller, c'est d'avoir justement l'aide
de la qualification qui est faite en amont et qui lui est retranscrite dans le contexte. Et puis, vous voyez le langage naturel et puis la conversation qui est redirigée vers les bons cas d'usage, on va dire en tout cas, on lui a bien demandé de se focaliser sur Éloquent, et comme vous le voyez, et que on peut vraiment dire au bot la manière dont il doit répondre à l'appelant. Je te laisse la main à nouveau. Ouais. Alors, il y a une bonne question de Marthe qui nous dit le callbot n'a pas prévenu que le call était enregistré via la transcription. C'est très juste. En fait, là, dans la démo, on n'a pas mis les phrases traditionnelles qui dit si à des fins, l'appel est enregistré à des fins de formation, etc. Si vous ne souhaitez pas que l'appel soit enregistré, tapez sur 1. Ça, c'est bien sûr dans un cas réel. On rajoute cette petite phrase au départ et la personne peut s'opposer directement. Donc, on anonymise aussi les réponses si nécessaire dans la présentation, enfin dans le résumé de conversation. Après, et je crois qu'il y a d'autres questions. Alors, le CSAT du callbot, ça c'est une autre question de Marthe, c'est très intéressant. C'est de se dire en fait que les avis sont très polarisés. Soit les gens sont super contents parce qu'en fait, on a répondu à leurs demandes, ils s'y attendaient même pas et la conversation était super naturelle. Soit au contraire, ça s'est mal passé parce que là, on a vu que Marie, le bot n'a pas compris au départ. Bon, heureusement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il arrive quand même à bien se rattraper et tomber sur ses pattes malgré ce que tu as dit. Bah, je vous ai déjà dit des choses, etc. Donc, il retombe vraiment facilement sur ses pattes en mode conversationnel. Et quand ça va mal, là, par contre, on a vraiment une note très, très négative. Donc, c'est pour ça que le CSAT, il faut vraiment se dire que c'est très polarisant. Quand ça se passe très bien, c'est même meilleur, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est même meilleur qu'avec un conseiller. Parce que la personne a eu sa réponse tout de suite, elle n'a pas perdu de temps et les conversations durent moins longtemps avec la demande. Alors, quel est le bon taux de réponse au premier contact de callbot? Ça, en fait, ça dépendra du cas d'usage, mais pour nous, il faut que quand on met en production le bot et que ça marche bien, qu'il y ait au moins 80-90% de bonnes réponses, en fait. Hein. En dessous de 90%, en fait, on arrive sur un bot qui n'est pas très bon à l'usage. Bon, on reprendra les questions-réponses. N'hésitez pas à nous les mettre dans le chat, on va y répondre tout de suite. Alors Marie, on avait un autre truc qui était intéressant, c'est le superviseur augmenté. Parce que là, on a parlé donc du bot en front office qui va prendre les interactions à faible et à moyenne valeur ajoutée. On peut également aider le superviseur à coacher ses équipes grâce à la transcription. Et là, en fait, ça va permettre donc de pouvoir voir quelles sont les équipes qui font du bon travail, celles qui ont un peu plus de difficultés. Alors, je te laisse peut-être nous présenter un petit peu comment ça marche. Oui, donc je reprends ici la présentation. Donc ici, vous voyez, le superviseur a accès à l'historique des conversations. Juste une petite remarque, Marie, peut-être qu'il faudrait zoomer un peu avec la molette, parce que c'est peut-être un peu petit. Et puis là, je vais peut-être enlever le bruit de fond. Zoomer, oui, donc je fais zoomer mon écran. Ouais, parce que c'est vrai que là, voilà, ça va être peut-être plus facile pour ceux qui suivent à distance. Donc ici, j'ai l'historique de toutes les conversations qu'il y a eu selon les différentes ce qu'on a mis en place avec l'IA. Ça ressemble à ce qu'on voyait tout à l'heure, mais ici, vous voyez, on a vraiment l'enregistrement de la conversation, donc on peut le faire pour tous les appels enregistrés. En fait, le superviseur peut réécouter l'appel. Ce qui est intéressant en plus, c'est que quand l'enregistrement se déroule, j'ai vraiment la retranscription qui suit l'enregistrement avec les caractères qui sont surlignés pour que éventuellement effectivement je puisse suivre la retranscription complète pour vérifier ce qui s'est dit si je suis pas sûre à un certain moment. Et surtout, donc, je vais avoir les mots-clés et le résumé comme tout à l'heure. Mais alors, les mots-clés générés par l'intelligence artificielle vont vraiment servir au superviseur de mieux qualifier aussi les motifs d'appel de vos clients par rapport au centre de contact pour vraiment enrichir les motifs de classification, les statistiques, pouvoir suivre différentes thématiques qui vont ressortir grâce à ces mots-clés. Avec un résumé vraiment complet de la conversation. Ouais, et c'est vrai que c'est bien plus utile puisqu'en fait, on a en fait la possibilité d'avoir un résumé exhaustif et pas juste les abréviations qu'on voit dans tous les centres de contact, appels laissés, bugs, machin. Et ça, après, on verra tout à l'heure avec Marie. Et c'est une source d'amélioration pour
extraire en fait ces données-là et savoir ce qui s'est passé exactement. C'est également intéressant, on verra juste après pour le conseiller. Et c'est justement la suite logique, c'est on aide le superviseur, mais on aide également le conseiller à mieux faire son travail avec le résumé des appels précédents. Et ça peut être intéressant en cas de réitération des appels pour savoir ce qui s'est dit exactement. Et bien entendu, le résumé d'appel post-appel. Alors, je te laisse peut-être le montrer rapidement. Oui, donc à nouveau, ici, en fait, vous voyez l'interface du conseiller. Donc, par exemple, supposons que le conseiller est en train de traiter un mail qu'on voit ici. Donc, la cliente lui écrit qu'elle veut savoir où en est son dossier. Ah, Et on je va peut-être vois agrandir légèrement la fenêtre aussi là. à nouveau. Ouais, voilà, super. Voilà. Et je vois ici à droite que son précédent appel, donc là, en haut, c'est les mails. Le précédent appel, on voit effectivement un résumé justement de cette conversation où je vois qu'elle avait demandé, elle n'a pas trouvé son colis dans sa boîte aux lettres alors qu'elle avait reçu, comme quoi elle avait eu son colis. Et que donc, en gros, bon, il y a tout le résumé qui indique qu'elle ne l'a pas reçu. Et donc, c'est pour ça qu'elle a une demande de courrier, peut vraiment bénéficier de cet historique omnicanal pour savoir avoir la vision complète des interactions avec cette cliente. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant, on parle de la traduction live. Alors, je vous dirais que ça, c'est pas la fonctionnalité qu'on va déployer chez tous nos clients, parce que c'est quand même assez spécifique, mais ça peut rendre service à certains de nos clients. Par exemple, on avait le cas de Consors, qui est un de nos clients qui fait de l'infogérance en fait pour pas mal d'entreprises, domaine banque, assurance, etc. Et dans leur contrat, ils ont obligation d'avoir des personnes qui parlent différentes langues pour répondre au support. Et c'est vrai que autant avoir des gens qui parlent un petit peu anglais, ça va, mais quand on doit faire du multilingue, de l'allemand, de l'espagnol, etc., c'est compliqué. Donc là, en fait, maintenant, l'IA arrive au centre de contact pour pallier à ça. Alors, ça sera jamais aussi bien qu'un conseiller qui est multilingue, mais en fait, on peut comme ça offrir un minimum de services en 24/7. Le principe, il est simple, c'est que vous avez d'un côté le conseiller qui déclenche en fait ce service de traduction en temps réel, qui va avoir en fait un bot qui va arriver au milieu de la conversation et quand la personne va parler en français, ça va traduire en temps réel en langue, dans la langue de la personne et la personne va parler, ça renvoie vers le bot après renvoie vers la langue du conseiller. Tout cela en fait avec un léger décalage bien entendu. Alors ce que je propose c'est de vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous verrez qu'au début, il y a une petite hésitation parce que le conseiller déclenche, la cliente elle se dit ah mais qu'est-ce qui se passe et puis finalement ils arrivent un petit peu à s'aligner. Alors je vous laisse regarder tout de suite la petite vidéo avec un exemple. Allô, bonjour. Hola, buenos días. Tipo número 1 para servicio de traducción. Quería saber si la pérdida de un PC está comprendido en el seguro que tomé. Je voulais savoir si la perte d'un PC est incluse dans l'assurance que j'ai prise. Alors oui, tout à fait, l'assurance couvre ce cas de figure. Así que sí, absolutamente. El seguro cubre este caso. ¿Podría, por favor, indicarme cuál es el procedimiento que tengo que seguir? Pourriez-vous s'il vous plaît me dire quelle est la procédure que je dois suivre? Oui, bien sûr, vous allez aller sur notre site internet et dans la rubrique Contact, choisir le remboursement. Sí, por supuesto. Irás a nuestro sitio web y en la sección Contacto elegirás el reembolso. ¿Tengo que enviar alguna factura u otra cosa? Dois-je envoyer une facture ou autre chose? Si possible, oui, avec une copie de la facture, une simple photo suffira, avec la date surtout de l'enregistrement. Si es posible, sí, con una copia de la factura. Bastará con una simple foto, especialmente con la fecha de registro. Perfecto. Muchas gracias por la información. Entonces voy a conectarme y a hacer la declaración. Gracias.
Voilà, donc vous avez vu un petit exemple et là donc c'est vraiment de la traduction live en direct et on voit que les hésitations du conseiller, bah, ne sont pas reprises par le bot, et ça fait un résultat assez marrant. Au début, vous avez bien vu, il y a un petit peu l'hésitation, mais après tout de suite, ça part assez simplement. Donc voilà. Donc ça c'était, un exemple avec, toujours le centre de contact, mais on utilise aussi l'intelligence artificielle dans nos solutions de voix du client et de voix du collaborateur, en particulier avec l'analyse des verbatims et l'analyse en fait des contenus des enquêtes de satisfaction. Donc, ce qui permet d'avoir cette fameuse vue macro qu'apporte en fait l'intelligence artificielle quand il y a des milliers et des milliers de verbatims, bah, de pouvoir matérialiser ça. Alors Marie, je te laisse peut-être montrer en direct à quoi ça ressemble. Oui, donc je vais vous montrer ici. J'ai déjà grossi mon écran, j'espère que vous voyez bien. Donc en fait, toujours pour les managers, les superviseurs ou ceux qui ont besoin d'avoir l'analyse des résultats des enquêtes de satisfaction, vous pouvez voir ici pour une des questions ouvertes, par exemple, on a lancé l'analyse IA qui va nous faire une synthèse de tous les verbatims liés à cette question. Donc, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on a les points forts avec à chaque fois des exemples en fait. Donc, on va avoir la chaleur du contact et on va savoir combien d'occurrences, combien de fois cette thématique a été citée. Donc ici, on a la thématique chaleur du contact, la pertinence des propositions, politesse, compétence. Ce qui est important, bien sûr aussi, c'est de suivre les axes de vigilance, donc c'est-à-dire les motifs d'insatisfaction par rapport à l'analyse sémantique vraiment de tous les verbatims. Ici, le temps d'attente, on voit que c'est vraiment un motif qui a été cité 286 fois. Et puis, alors qu'après, on a d'autres motifs un peu moins cités, la pertinence des propositions, à nouveau la chaleur du contact, parce que ça peut être cité en positif comme en négatif, quelquefois, pour les thèmes les plus cités, par exemple. Du coup, en fait, dans les thématiques contrastées, justement, on va parler un peu des thématiques qui sont à la fois citées positivement et négativement, comme la compétence qui est souvent citée positivement et puis quelquefois négativement. Et puis, une synthèse globale de ces verbatims qui va permettre aux superviseurs d'avoir aussi une idée plus globale de ce qui est dit. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, aussi, c'est d'exploiter ça. Donc, déjà, si je veux voir justement tous les verbatims qui parlent de l'attente, j'ai toujours possibilité d'aller mettre ici un filtre, appliquer un filtre en fait sur l'attente pour ici avoir accès en fait à tous les verbatims qui parlent de l'attente. Donc ici, ça applique mon filtre. J'ai la classification qu'on a de la relation client. Et ici, donc, je vais avoir accès à vraiment tous les verbatims qui parlent d'attente. Donc, ce qui va me permettre aussi de voir plus en détail pourquoi l'attente est si citée et qu'est-ce qui est reproché par rapport à l'attente. Et bien sûr, l'objectif derrière, c'est d'aller mettre en place des plans d'action vis-à-vis de l'attente. Et ça, on rejoint le centre de contact. Quand il y a un temps d'attente trop long, on peut proposer aux personnes d'être appelées, on peut faire du débordement vers d'autres équipes de soutien pour essayer de minimiser l'attente et d'obtenir une meilleure satisfaction du coup des clients. Alors bien entendu, là, on va pouvoir analyser une question ou plusieurs questions. Là, tu as fait une analyse sur, je pense, le verbatim sur la satisfaction ou sur le NPS ou quelque chose comme ça. Donc, on va pouvoir choisir sur ces différentes enquêtes, sur ces différents profils, quelle analyse on veut faire, ce qui donne cette vision macro et après pouvoir travailler ces chantiers prioritaires. Alors, dans la dernière partie du webinaire, on voulait parler de neurosciences et de relations clients, puisqu'en fait, on a parlé quand même beaucoup d'IA, mais c'est important aussi de parler du rôle clé de l'humain, parce que on le dit tout le temps, plus il y aura d'IA, plus il y aura de l'importance aux interactions qui sont gérées par les humains. Donc en fait, là, je vous ai mis un petit test que vous connaissez sans doute déjà, c'est le test de Stroop. C'est assez simple en fait de montrer que notre cerveau est un petit peu conditionné et parfois il fonctionne en mode pilote automatique. Alors faites ce petit test, c'est assez simple. Vous allez dire en fait la couleur des mots et pas le mot. Par exemple, là, vous avez bleu, première ligne, vous dites bleu. Ensuite, vous dites bien sûr la couleur du mot, hein, et la couleur du mot, il est vert. Ensuite, vous dites la troisième couleur, rouge. Et après, vous dites la quatrième. Donc là, il ne faut pas dire noir comme c'est lu, mais il faut lire bleu. Ensuite, il faut lire jaune. Ensuite, il faut lire
rouge. Donc, vous voyez, il y a une petite hésitation, tout simplement parce que on met parfois un peu trop notre cerveau en mode pilote automatique et on a tendance un petit peu hop, à se laisser guider. Donc, le but, en fait, avec les neurosciences, c'est simple, c'est de savoir comment fonctionne notre cerveau pour mieux le comprendre et mettre mieux en phase avec la personne qui est au téléphone. Parce que tout simplement, quand il y aura des interactions qui seront traitées par les conseillers et les agents de centre de contact, là, il va falloir pas se louper, puisque parfois la personne sera bien énervée avec un bot ou alors elle a un cas très particulier. Il faudra jouer sur l'empathie, sur la compréhension, sur l'écoute, faire le pas de côté et savoir en fait vraiment écouter ce qu'il y a entre les lignes et de ce que dit le client. Alors, l'importance, là, je vous ai fait un petit focus, il y en a beaucoup sur les neurosciences, et on fera un webinaire le 18 juin dernier sur les neurosciences dans la relation client avec Marc Vandrimelon, qui est expert en neurosciences. Mais là, il nous a donné un cas assez simple, hein, c'était dans le cadre de vente de pompes à chaleur. Et ben, en fait, il nous disait, bah voilà, chaque parcours client est divisé en micro-pensées. Et en fait, on peut, lors de ces micro-pensées, soit aller dans le positif, la personne dit, ah ouais, c'est bon, je me sens compris, je suis en confiance, soit être neutre, bon, oui, c'est bien, pas plus que ça, soit en fait être dans la confusion, la défiance. Et donc, dans ces cas-là, le but, c'est de se dire, mais comment je peux faire pour me distinguer des autres? Et c'est vrai que dans les moments du parcours client, quand Marc a travaillé avec ce fournisseur de pompes à chaleur, il disait, ouais, il y a deux moments clés en particulier. C'est le premier, quand on réexplique un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur, pour dire, mais qu'est-ce que c'est exactement? Parce que les gens, ils savent à peu près, mais ils ne sont pas des techniciens, et puis parfois, ils sont un petit peu embrouillés avec le jargon. Et l'autre point, c'est pourquoi, en fait, il faut que les gens viennent chez moi mesurer les pièces, alors que je peux leur donner, en fait, tout simplement, mon plan. J'ai le plan de chez moi, regardez, ça fait 60 mètres carrés, pourquoi vous voulez venir chez moi? Donc ça, c'est deux moments clés. Et en fait, le but, lors de la conversation téléphonique, c'est de se dire, mais pourquoi, en fait, il faut venir chez moi et créer la confiance? Et pour cela, en fait, mais il a travaillé avec les conseillers en leur disant: «Mais comment vous expliquez ça de manière un peu plus simple, comment fonctionne une pompe à chaleur?» Ben, il dit: «Ouais, voilà, tu as un moteur, tu as de l'air chaud, tu as de l'air froid, et puis ouais, ça fait de la chaleur». Je dis: «Ouais, mais comment c'est exactement?» Et là, à la fin, les gens ils disent: «Mais Marc, c'est simple, hein, c'est comme, toi en hiver, quand tu es, dehors, ben, tout simplement, tu aspires de l'air froid et quand tu l'expires, ça fait de l'air chaud. C'est comme ça que ça fonctionne une pompe à chaleur». Et puis, pareil, pour mesurer, la pièce, ben, c'est important parce que, si on te donne pas le bon métrage, ben, en fait, soit tu vas être, trop serré dans tes chaussures, c'est comme une paire de chaussures et à ce moment-là, bah, tu auras mal aux pieds, soit ça va être trop grande, tu vas flotter, ben, c'est pareil pour une pompe à chaleur. Tu dois en fait avoir le bon dimensionnement, sinon tu auras trop chaud ou sinon ça va consommer trop. Donc comme ça, en expliquant via des métaphores comment ça fonctionne, le client se sent en confiance. Alors c'est juste bien sûr un des éléments et le 18 juin, vous aurez d'autres éléments que vous pourrez voir. Et les résultats, en fait, sont assez hallucinants puisqu'en fait, là, en faisant ces petits changements dans les parcours clients, il a fait 13 de plus sur les ventes. Marc a également travaillé, par exemple, chez la MAF et chez la MAF, en fait, en optimisant les parcours web, ils ont réussi à augmenter de 30 les souscriptions. Un autre cas qui présentera lors du webinaire du 30 juin, ils ont réussi à stabiliser de 10 à 15 30 à peu près les ventes de produits complémentaires de prévoyance pour des prêts lors de la vente de prêts immobiliers. Donc ça ou ça, en utilisant des techniques de neurosciences. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien sympa, mais c'est peut-être pas ma tasse de thé et c'est peut-être pas dans mon métier. Et justement, nous, notre objectif avec Eloquence, c'est de mettre en application ces techniques de neurosciences pour aider les conseillers et les superviseurs à mieux coacher les équipes. Et c'est un outil qui va être utilisable en particulier pour le superviseur, mais pourquoi pas en fait par l'agent en mode autonome, Le but, en fait, c'est d'utiliser un prisme d'analyse IA lors des conversations téléphoniques dont notre chère Marie nous a présenté un petit peu le principe. Alors, pour cela, je vais vous faire un petit exemple assez simple. Donc, je vais vous faire écouter une petite conversation téléphonique qu'on a fait avec Chantal. Donc, attention, Actor Studio. Bonjour, Eloquent Croisière, je vous écoute. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'il y a une facture qui arrive à mon nom, une facture de 12 300 € pour une croisière Latino Samba au Brésil. Moi, monsieur, j'avais commandé 2 billets pour le bateau-mouche à Paris pour 45 €. Ok, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro client, s'il vous plaît? C'est ce qui est en haut, c'est le 3 4 8 17 2X. Ah, attendez, je ne vous retrouve pas dans mon système. Attendez, c'est un petit peu lent. Non, je ne vous vois pas. Est-ce que vous voyez le montant de la facture, monsieur? Parce que 12 300 €, peut-être que ça ressort chez vous.
Non, alors mon logiciel, il peut pas rechercher par les montants. Il faudrait vraiment soit votre code client, soit votre nom. Alors, est-ce que vous pouvez me l'épeler? Oui, Bignol, B-I-G-N-O-L. Attendez, pas trop rapidement là. Dites-moi, redites-moi. B-I-G-N-O-L, monsieur. Ah, ok. J'espère que je paye pas la conversation parce qu'à l'allure où vous répondez. Ah, c'est 15 centimes d'euros la minute. Donc, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça assez rapidement, hein. Ah bah faites vite parce que déjà que vous me demandez 12 300 €, je vais pas en plus vous rajouter 3 € par là-dessus, hein. Alors, Ou vous me les décompterez de mon avoir, hein. un exemple de conversation avec Chantal. Donc l'objectif après, bien entendu, c'est de prendre ce genre de conversation-là et de voir un peu ce qui s'est bien passé, s'il y a des moments de rupture dans la conversation. Et pour cela, en fait, donc on va utiliser notre analyse type neurosciences et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc ici, en fait, vous avez ici la conversation technique, donc la transcription de la conversation avec Chantal qui est intégrée. Et de l'autre côté, vous avez cette fameuse synthèse. Alors cette synthèse, je vais la mettre en plein écran, hein, c'est plus simple. Donc bien entendu, on a averti au départ que c'est une analyse juste macro. Et là, en fait, on va dire, bah, ok, quelle est la synthèse avec l'état émotionnel du client? Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle est exaspérée et incrédule avec ses 12 300 €. Et à l'arrivée, bah, finalement, on n'a pas fait le job parce qu'elle est elle est toujours en colère, elle est méfiante. Et il y a une il y a lenteur technique, et cetera, et cetera. Elle veut une résolution et elle veut pas juste râler. Donc en fait, là, on voit ici l'état émotionnel du client. Alors, on a aussi sur le côté positif, qu'est-ce que que le conseiller a réussi, hein. Bon, il a réussi à rester calme, ça a évité une escalade, mais bon, la confiance n'est pas établie. Il a tenté de rassurer sur le coup de l'appel, mais malgré une volonté, c'est trop tard. Chantal a exprimé sa frustration. Il sait reconnaître le problème, mais en fait, il n'est pas assez empathique pour désamorcer. Comme je disais, cette partie empathie est vraiment importante. Ensuite, on a le levier prioritaire. Quel est le prioritaire? Ben, transformer ça en boussole, tout simplement. Bah, se dire, il plonge directement dans la technique sans nommer l'émotion de madame. Madame, je comprends que cette facture vous semble totalement aberrante. Annoncez les étapes. D'abord vérifier avec vous, puis on corrigera le problème ensemble. La conséquence, Chantal a l'impression de se battre seule contre un système sans aide. Et donc voilà, il n'a pas appliqué les techniques classiques comment dire, de relation client, name it on tame it, par exemple. Et ici, on a quelques moments clés avec la note ici 3 sur 10. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro client? Chantal, elle est frustrée, elle trouve que c'est une demande administrative, elle se sent ignorée. Alors qu'elle aurait pu te dire, bon, madame, la facture à 12 300 €, je comprends que vous avez commandé, alors que vous avez commandé le bateau mouche, je comprends que ça va être choquant, on va régler ça ensemble. Pour commencer, je vérifie votre dossier. C'est bien le numéro 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il n'avait pas le dossier, mais s'il avait eu un callbot auparavant, on aurait pu l'avoir. Donc ici, après, on a des choses. 1 sur 10, là, c'est 15 centimes la minute, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire ça rapidement, hein. Ici, ça fait plutôt du sel sur la plaie. Chantal veut une résolution, pas une facture supplémentaire. 15 centimes, on va essayer, c'est de l'incertitude. Là, il a l'humour noir de Chantal. Et là, il aurait pu tout dire, voilà, je vois que cette facture vous stresse déjà assez, je vais faire le plus vite possible pour régler ça. Donc après, on a la pression informationnelle. Bon, parfois, c'est trop technique, c'est anxiogène, et cetera, et cetera. Bah, il aurait pu faire une métaphore. C'est comme si on avait livré un voyage en avion alors que vous avez commandé un ticket de métro. Je vous corrige ça immédiatement. Donc, c'est des possibilités comme ça qu'on peut, sur lesquelles on peut rebondir. Après, il y a tout ce qui est juste ton émotionnel. C'est 15 centimes la minute, donc trop focalisé sur le détail, et on aurait pu lui dire l'important, c'est de corriger le problème, je m'en occupe. Après, il y a des effets de langage, un petit peu sur l'impression de loterie, l'effet usine à gaz, la minimisation du problème, qui est répété. Et après, il y a tous ces moments, en fait, de moments clés de la conversation, avec des moments fragilisés ou attendez, pas trop rapidement, ça donne l'impression d'être débordé, bignole, etc. On n'est pas vraiment en mirroring, etc. Donc après, il y a quelques règles d'or. Un client en colère a besoin d'aide, d'un guide, pas d'un technicien. Donc le contexte, le conseil, le fameux name it and tame it. Voilà, la règle d'or, les mots qui rassurent. Les mots qui rassurent sont simples, courts et actifs. Voilà, quand le système est lent, on doit conseiller et doit être rapide à rassurer, etc., etc. Après, il y a le cadre, donc bien sûr le cadre de la conversation et les différents moments de la conversation, les micro-tensions. Vous êtes un touriste, alors ça on n'a pas entendu, mais vous êtes un touriste. Là, on a une perte de confiance. Et là, ce que l'on pourrait faire, je suis désolé que vous ayez l'impression, je vais prouver qu'on va régler ça sérieusement ensemble. Les moments de synchronisation, d'insynchronisation, les moments de contrôle, la perception du risque, les moments de bascule. C'est pas si simple que ça.
On pourrait désamorcer ici, on creuse le fossé au contraire. Et à la fin, il y a le score global 3 sur 10. On ignore l'émotion. Bon, il y a les forces du conseiller, mais un petit plan d'action. Voilà, tu devrais plutôt faire ci, tu devrais faire une clôture en 3C et un petit mot d'encouragement. Fred, tu as toutes les qualités pour gérer ce type de crise. Tu restes calme, tu cherches des solutions, tu ne prends pas de risques personnellement. Ce qui te manque, c'est l'ordre des étapes. D'abord l'humain, ensuite la technique et enfin la résolution. Donc, vous voyez le type de présentation que l'on peut, enfin d'analyse que l'on peut faire avec ce genre d'outils. Voilà. Alors, oui, le but ultime, en fait, c'est simple, c'est d'aller rechercher l'excellence opérationnelle grâce à l'IA, hein. C'est se dire, voilà, comment je peux transformer les mots qui sont, prononcés par le conseiller en des mots qui vont vraiment toucher le cœur et passer d'un 4,5 sur 5 à un 5 sur 5 avec des petits mots. Par exemple, si la personne, voulait avoir un geste commercial, c'est pas juste: «Oui, bien sûr, je vous fais ça tout de suite», mais dire, voilà, normalement, en tant que client, vous n'auriez pas le droit à ça, mais parce que vous êtes client depuis X années et que vous nous faites confiance, moi, tout de suite, je m'engage à vous faire une réduction. Donc là, tout de suite, le client se sent valorisé. On voit bien que c'est un geste qui est fait pour lui. Voilà. Alors, Xavier, je crois qu'on arrive à la fin de la conversation et on a un petit peu débordé sur le planning. Ah, je crois que tu es en mute, mon cher Xavier. Attends, voilà. Non, Voilà. je voulais te féliciter pour tes talents d'acteur quand même. Que tu as une reconversion toute trouvée. Hein. Oui, donc on arrive au bout de ce webinaire. On voulait mettre en exergue 3 points qui nous paraissent importants à partir de tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Le premier point, c'est que la relation client change, l'IA devient incontournable ou pas, mais c'est pas le principal défi. Le marché accélère. On a vu que le frein, il est plus technologique, il n'est pas technologique, il est organisationnel et humain. Didier a bien appuyé sur ce point à plusieurs reprises. Donc il nous semble que le vrai sujet aujourd'hui, c'est donc plutôt d'aider les entreprises à structurer, à aligner les équipes et à passer du pilote à une vraie phase opérationnelle qui va apporter des gains pour tout le monde et du confort à tout le monde. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, il vous concerne, vous, c'est que c'est à vous de conseiller vos clients au bon usage. Votre rôle, il évolue. On vous attend plus uniquement sur la technologie. D'ailleurs, on l'a vu aussi dans une des réponses, c'est que vous préfériez laisser la main pour l'instant à l'entreprise pour le choix de l'IA en fonction des cas d'usage. Mais je pense qu'il apparaît que vos clients vous attendent sur votre capacité à orchestrer l'humain et l'IA et comment trouver le bon mix pour libérer les agents, pour qu'ils puissent avoir du temps pour traiter des interactions à forte valeur ajoutée. Donc ça, je pense que c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, et là, ça c'est renforcé par aussi la petite démonstration de Frédéric il y a quelques instants, c'est que l'humain devient le vrai différenciateur. L'IA est rentrée en force dans notre métier, mais l'humain reste différenciateur qui fera la différence et qui permettra d'améliorer les choses. Plus on automatise, plus les moments humains vont devenir clés. Voilà, je pense que ce sont les 3 enseignements forts de ce webinaire. Et évidemment, vous comprendrez bien que nous, on est là pour vous aider à accompagner vos clients dans ces moments de transformation ô combien importants. Et évidemment, on est à votre disposition pour échanger quand vous le voulez sur l'ensemble de ces sujets. Si on fait un petit point sur les prochains événements, Frédéric en a parlé. Le prochain webinaire, c'est le 18 juin. Et là, on fera tout un sujet avec Marc Van Remnant sur la neuroscience et la relation client. Frédéric en a parlé très rapidement, mais c'est vraiment un sujet qui est passionnant et lié à l'IA. On arrive à des choses qui sont vraiment étonnantes. Le deuxième rendez-vous, c'est le 30 juin, l'émotion dans la relation client. Là aussi, c'est quelque chose de très très important qui permet de stabiliser une conversation, d'éviter des dérapages,
d'apporter la satisfaction à l'appelant. C'est des moments de crise, c'est des moments importants, donc il est important de garder le contrôle. Et puis, on vous donne rendez-vous aussi pour notre deuxième édition qui aura lieu le 3 décembre. On vous tiendra informé évidemment et on vous enverra quelques semaines avant, là encore sans doute quelques petites questions pour vous demander votre avis. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir.